Salut et bienvenue sur Histoire du temps. Avant de plonger dans cette histoire, je vous invite à prendre 4 petites secondes pour vous abonner. Cela nous aide énormément à continuer de vous offrir des récits fascinants. Un grand merci à vous. Le policier blanc crache sur un homme noir, puis apprend qu'il est le nouveau chef de la police. Le policier pensait pouvoir humilier un homme noir en uniforme sans conséquence, jusqu'à ce que le général passe un appel qui amène le Pentagone directement à sa porte. Cela devait être une simple pause. Le général Carlton D. avait emprunté cette portion de l'autoroute 280 entre Albany et Americus, en Géorgie, des dizaines de fois auparavant. Ce n'était pas nouveau pour lui. Les virages, les longues étendues de forêt, la petite station-service occasionnelle avec une pompe poussiéreuse. Il connaissait bien le paysage. Mais aujourd'hui, son GPS avait dysfonctionné après une mise à jour récente. Alors, lorsqu'il aperçut un espace de stationnement en gravier juste après un panneau vert décoloré indiquant Elville 4Mi, il ralentit et s'arrêta. Il gara sa voiture, mit le frein à main et toucha l'écran de son téléphone, un appareil crypté de grade militaire, le genre de dispositif qui se désactive complètement s'il est manipulé. Il portait un polo simple et un pantalon, sans insigne visible. Sa veste, avec les insignes soigneusement cousus sur la poche, était posée sur le siège arrière. Il ne pensait pas en avoir besoin. 2 minutes, c'était tout ce qu'il lui fallait. Mais le bruit du gravier craqué derrière lui le fit lever la tête. Dans son rétroviseur, il aperçut une voiture de police, les gyrophares déjà allumés, bien qu'aucun sirène ne se fût fait entendre. Un cruiser usé, avec des inscriptions décolorées sur le côté, shérif du comté de Schleu. La porte du conducteur s'ouvrit, et une grande femme aux cheveux blonds attachés en chignon en sortit, portant des lunettes de soleil et une main posée sur son arme de service. Elle ne s'approcha pas lentement, pas de salut, pas de papier et permis de conduire, monsieur. Elle marcha droit vers lui et tapa fortement sur la vitre. Tap tap tap. Carlton baissa la vitre de moitié. Bonjour, agent. Que faites-vous ici? Demanda-t-il. Elle fixa intensément avant de rétorquer. Je me suis arrêté pour vérifier mon GPS. Elle plissa les yeux, regarda au-delà de lui dans la voiture. Où allez-vous? Il jeta un coup d'œil à son badge. Wilburn. Sa voix était ferme, son ton plus autoritaire que curieux. Je corrige juste mon itinéraire, répondit-il calmement. Wilburn recula légèrement et détacha son holster. Je vais devoir vous faire sortir du véhicule. Je vérifie juste mon GPS, dit Carlton. Vous êtes sur une propriété privée. C'est une zone connue pour les dépôts illégaux. Vous correspondez au profil. Le profil. Carlton hésita. J'ai respecté chaque mot que vous avez dit. Elle le conduisit à l'arrière de sa voiture, sans renfort, sans caméra corporelle visible. Son radio crépita, mais elle ne répondit pas. Elle lui ordonna de poser les mains sur le coffre. Il hésita. Madame, je suis un agent fédéral. Mon idée est dans ma voiture. Permettez-moi de la récupérer. Elle ne répondit pas et saisit fermement son bras pour le tourner. Sa paume s'écrasa contre le métal chaud. Elle écarta ses jambes, et bien qu'il ne résista pas et n'haussa pas la voix, il murmura doucement, « Vous faites une erreur. » Mais elle ne l'écouta pas. Un pick-up ralentit sur la route. Une femme dans le siège passager baissa sa fenêtre juste assez pour tenir son téléphone, et un adolescent assis à l'arrière avait déjà commencé à filmer. Personne n'intervint, mais tous observaient. Il y avait quelque chose de bizarre dans cette scène, quelque chose dans le silence, dans le fait que l'homme ne flinchait pas, et dans la manière dont l'officier semblait plus désireux d'affirmer son pouvoir que de poser des questions. Wilburn respirait fort, non pas de fatigue, mais d'adrénaline. Mais elle ne savait pas encore à qui elle avait affaire. Pas encore. Mais quelque chose allait changer, et cela commencerait par une simple demande. « Je ne vais pas répéter, » grogna Wilburn, la main toujours proche de son arme. « Vous êtes en détention. » Carlton ne bougea pas, gardant les mains sur le coffre, calme et mesuré. « Je demande respectueusement que vous appeliez votre supérieur ou me permettiez de récupérer mon idée dans le véhicule. »« Vous ne faites pas de demande en ce moment, » répliqua-t-elle sèchement. Du coin de l'œil, Carlton aperçut l'adolescent debout à côté du pick-up, toujours en train de filmer. Le père de l'enfant se tenait à côté de lui, les bras croisés, observant en silence. La tension dans l'air était palpable, aussi épaisse que l'humidité qui s'échappait des arbres.
Je ne résiste pas, répéta Carlton, plus lentement cette fois. Mais je dois m'identifier. Je suis le lieutenant-général Carltonnet. Mon identification est dans ma mallette à l'intérieur de cette voiture. Wilburn ricana. Vous voulez que je croie ça? Il la laissa mariner, puis répondit calmement. Vous n'êtes pas obligé de le croire. Vérifiez juste. Elle ne répondit pas tout de suite, mais s'éloigna pour parler à son radio. Sa voix était basse, à peine audible à cause de la statique et de la nervosité. Elle parla de mal suspect et peut-être armé. Ce dernier mot fit légèrement tourner la tête de Carlton. « Je ne porte pas d'armes, dit-il, le ton calme mais ferme. » Wilburn le fixa intensément. « Vous êtes militaire, n'est-ce pas? Vous les gens, d'habitude, vous êtes toujours comme ça. » Carlton cligna des yeux lentement. « Vous les gens. » Elle l'ignora, reprenant sa conversation radio, demandant qu'on envoie des renforts sur la route du comté 19, une situation possible en développement. Carlton ne l'interrompit pas. Son entraînement lui avait appris que la meilleure façon de désamorcer l'arrogance était de la laisser s'effondrer sous son propre poids. Il regarda au-delà d'elle, vers le pick-up. L'homme à la conduite avait changé d'expression, passant de l'inquiétude passive à quelque chose de plus difficile à déchiffrer. Les spectateurs n'étaient plus simplement curieux. Ils étaient mal à l'aise. « Vous êtes en train d'escalader une situation qui n'en a pas besoin, dit Carlton doucement. « Ne me dites pas comment faire mon travail, répliqua Wilburn en s'approchant. Vous me menacez. Ses yeux se plissèrent légèrement. Non, madame. Je vous conseille. Wilburn se moqua de lui pendant un instant, puis se dirigea vers son portefeuille, toujours dans sa poche arrière. Elle le saisit, l'ouvrit et feuilleta rapidement chaque carte sans vraiment regarder. Puis elle tomba sur une carte de sécurité du Pentagone, niveau 4. Elle ne dit rien pendant un moment, mais Carlton vit sa mâchoire se tendre. « Comment avez-vous eu ça » murmura-t-elle. « Je l'ai mérité au cours de 30 ans de service, répondit-il calmement. Elle referma le portefeuille et s'éloigna, mais pas assez pour être évidente, pas assez pour admettre son erreur. Vous auriez pu dire ça dès le début. Je l'ai dit, répondit-il. Son visage devint rouge, mais pas à cause du soleil. Vous ne pouvez toujours pas stationner ici, dit-elle en cherchant quelque chose à quoi s'accrocher, une raison pour tenir bon. Je ne me suis pas garé. Je me suis arrêté pour ajuster mon GPS. Elle s'éloigna comme si, soudainement, elle se souvenait de sa voiture de patrouille. Carlton pouvait la voir en train de peser le tout, comment cela se présentait, ce que les images pourraient montrer et ce qu'elles pourraient ne pas montrer. Vous devrez attendre ici pour le deputy qui arrive, dit-elle. D'accord, mais une fois qu'il arrive, j'aimerais passer un appel. Elle se tourna, sceptique. Vous appelez votre avocat? Non, répondit Carlton. Je vais appeler le département de la défense. Elle le fixa, attendant un sourire, une réplique, mais il n'y en eut pas. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Au loin, une sirène commença à se faire entendre. Une autre unité répondait enfin, mais il restait encore au moins 10 minutes de route. Et pendant ces 10 minutes, tout allait changer. Parce que ce ne serait pas une histoire tranquille, balayée sous le tapis. Trop de gens observaient déjà. Les sirènes se rapprochaient maintenant, rebondissant sur les arbres par rafales, mais l'agent Wilbur n'attendait pas. Sa prise sur le contrôle lui échappait, et elle le savait. Carlton pouvait le voir dans sa façon de marcher, dans la manière dont elle se retournait vers le groupe croissant près du bord de la route. 3 voitures maintenant, tout arrêté. Personne ne parlait, tous filmaient. Elle ne pensait plus comme une policière, elle réagissait comme quelqu'un qui se sentait acculé. « Tournez-vous, ordonna-t-elle. Carlton ne bougea pas. Je me suis déjà identifié. Vous interférez avec une enquête légale. Je n'interfère pas, je reste ici sans armes et je coopère. Elle se tendit, lui attrapa le poignet et le tordit. Vous résistez. Il serra les dents mais ne se battit pas. Ce n'est pas nécessaire, dit-il, mais cela n'importa pas. Elle tira son bras derrière son dos et lui mit les menottes. Le métal s'enfonça dans ses poignets. Des murmures s'élevèrent du bord de la route. Le jeune homme s'était rapproché. Il chuchota quelque chose à son père, qui ne répondit pas, mais leva son propre téléphone pour commencer à filmer. « Tout est enregistré, dit Carlton, d'une voix basse.
Ce n'était pas une menace, juste un fait. Vous croyez que ça compte? Répondit Wilbur d'un ton acide. Ça finit toujours par compter, tôt ou tard. Elle le poussa en avant, le forçant vers sa voiture de patrouille. Le gravier sous ses pieds bougeait. Carlton ne trébucha pas, il ne résista pas, mais elle était brutale, et il pouvait le sentir, pas seulement dans sa prise mais dans sa voix. Elle essayait de prouver quelque chose, peut-être à elle-même. Elle ouvrit la portière arrière et le poussa dedans sans un mot. Pas de lecture des droits, pas d'explication. Vous allez le regretter, dit une voix. Elle venait de l'homme avec le jeune homme. Il était toujours immobile, mais sa voix était calme, un accent du sud, peut-être une quarantaine d'années. Wilbur tourna la tête. Occupez-vous de vos affaires, monsieur. Je suis l'affaire maintenant, répondit l'homme. Wilbur claqua la porte de la voiture et marcha vers l'avant de son véhicule. Elle s'abaissa à l'intérieur, tripotant la radio, mais sa voix tremblait maintenant. Carlton était assis à l'arrière, les mains menottées derrière lui, respirant calmement par le nez, se concentrant sur chaque seconde. 1, 2, 3, lentement, régulièrement. Il ne savait pas si Wilbur essayait d'impressionner la dispatch, les caméras ou elle-même, mais elle se décomposait. Il pouvait l'entendre dans la panique qui se glissait dans ses mots alors qu'elle décrivait la situation aux unités qui répondaient. Elle n'avait toujours pas vérifié ses papiers en entier, n'avait pas validé le numéro de contact du Pentagone, n'avait même pas remarqué le petit sceau brodé sur le col de la veste sur le siège arrière, ce qui lui aurait tout dit. Mais quelqu'un d'autre l'avait vu. Le jeune homme s'était avancé au bord de la route et avait zoomé avec son téléphone. Il est écrit US Army sur la veste, murmura-t-il. Tu as ça? Demanda son père. Ouais, le badge, les étoiles, tout. Une seconde sirène se joignit à la première. Carlton regarda par la fenêtre, deux autres voitures de patrouille se garèrent derrière celle de Wilbur, une du bureau du shérif du comté, l'autre de la patrouille de l'État. Un homme grand, avec une barbe grise et une carrure imposante, descendit. Il ne tira pas son arme, ne se précipita pas. Il se dirigea vers Wilbur, qui s'avança à sa rencontre, les bras croisés. Carlton ne put entendre leur échange, mais les mains de Wilbur s'agitaient dans les airs. Boyd inclina légèrement la tête, puis jeta un coup d'œil vers le cruiser, vers Carlton. Il s'approcha lentement du véhicule et ouvrit la portière arrière. « S'il vous plaît, j'ai besoin de votre nom. » Carlton leva les yeux. « Lieutenant-général Carlton, armée des États-Unis. » Boyd cligna des yeux. « Elle a vu votre carte d'identité. Elle l'a dans les mains. » Boyd hocha la tête et referma la porte sans dire un mot. Il se tourna vers Wilbur. Ils s'éloignèrent, se parlant à voix basse. L'attitude de Wilbur changea, devenant plus rigide, défensive. Boyd regarda la foule puis revint vers elle. Quelques secondes plus tard, il revint et ouvrit de nouveau la porte. « S'il vous plaît, dit-il, y a-t-il quelqu'un que vous souhaitez appeler ?» Carlton hocha la tête. « Oui, une personne. » Boyd sortit son téléphone de sa poche et le lui tendit sans hésiter. Parce que ce n'était plus seulement une question de corriger une erreur, c'était une question de responsabilité. Carlton était assis à l'arrière, les menottes, tenant le téléphone de Boyd maladroitement dans ses mains. Les menottes ne facilitaient pas les choses, mais ses doigts étaient fermes. Il connaissait le numéro par cœur. Il n'y avait que 3 personnes dans tout le département de la Défense qui l'appelaient directement. Ce numéro-là était une ligne directe vers quelqu'un qui avait validé ses missions sur 4 continents. Le téléphone sonna une fois, 2 fois. Major Kendall à l'appareil. Général Carlton, je suis détenu illégalement par les forces de l'ordre local dans le comté de Shea, en Géorgie. Je suis dans une voiture de patrouille. J'ai besoin d'une vérification immédiate. Il y eut une pause. Êtes-vous en sécurité pour l'instant? Je veux qu'il vérifie mon identité et mes documents. Il y a plusieurs témoins enregistrant la scène. Cette agente n'a pas respecté les procédures depuis le début. Je suis préoccupé par l'escalade. Compris. Restez en ligne. Je préviens le liaison du Pentagone à la DHS et la police militaire. Un clic, puis une nouvelle voix. Commandez Reeves, monsieur. Nous suivons vos coordonnées. Nous avons enregistré votre plaque d'immatriculation militaire. Les autorités locales vont recevoir notre appel dans moins de 10 minutes.
Carlton expira. Merci, monsieur. Restez calme. Merci de rester calme. Carlton ne répondit pas. Il termina l'appel et rendit le téléphone au député Boyd à travers la porte ouverte. Boyd le prit, jeta un coup d'œil à Wilburn qui était toujours près de son véhicule, puis s'éloigna pour passer un appel à son tour. Carlton entendit des bribes de la conversation. « Oui, monsieur, c'est ce qu'il a dit. Confirmé, compris, je reste sur place. » Carlton se laissa aller en arrière, observant par la fenêtre. Wilburn ne s'était pas approché. Son expression était figée, mais ses yeux passaient sans cesse d'un écran de téléphone à l'autre et se posaient sur l'homme assis tranquillement à l'arrière. 5 minutes passèrent, puis on entendit le bruit de pneus neufs sur le gravier, mais ce n'étaient pas des cruisers. 3 SUV noirs, sans marquage, mais indubitablement fédéraux. Les vitres teintées plus foncées que la limite légale, le genre de voiture qui se déplaçait comme si elle avait toujours la priorité. L'un s'arrêta juste devant la ligne de police, un autre se gara directement derrière le cruiser de Wilburn. Les portes s'ouvrirent en parfaite synchronisation. 2 hommes en costume sombre, oreillettes à peine visibles, et un autre en uniforme militaire complet sorti du véhicule de tête. C'était le colonel Errol Gaines, un nom bien connu dans les cercles militaires et que Wilburn n'avait probablement jamais entendu. Il marcha droit vers Boyd, puis vers Wilburn et ouvrit lui-même la porte arrière. « Monsieur » dit Gaines, d'une voix calme mais tendue, « ça va ?» Carlton hocha la tête. « Ça va, juste de la fierté meurtrie. Nous avons la situation maintenant. » Gaines se tourna vers Boyd. « Qui est en charge ici ?» Boyd leva une main, mais son visage montrait clairement qu'il n'était pas content de cette situation. « Je suis là depuis 10 minutes. Cet officier, il désigna Wilburn, a initié l'arrêt. » Gaines se dirigea vers Wilburn, qui se raidit enfin et tenta de se ressaisir. « Vous savez qui est cet homme ?» lui demanda-t-il franchement. Elle redressa les épaules. « Il n'a pas fourni une pièce d'identité appropriée jusqu'à ce que vous lui passiez les menottes. J'agissais par suspicion. Il a refusé de coopérer. Il vous a donné son nom, son titre, et vous avez saisi sa pièce d'identité fédérale. C'est un général 3 étoiles que vous avez enfermé dans une voiture. » Wilburn tenta de parler à nouveau, mais sa voix se coucha sous le poids de la réalité. « Je vous suggère de ne rien dire de plus, » ajouta Gaines. « Ceci est signalé à votre département, au shérif du comté et au procureur général de l'État. » La bouche de Wilburn s'ouvrit puis se referma sans un bruit. Le député Boyd s'éloigna calmement et parla dans sa radio, demandant l'intervention du shérif du comté. Il ne daigna même pas regarder Wilburn. Carlton sortit de la voiture de police tout seul. Ses poignets étaient rouges, la peau légèrement déchirée sous la pression des menottes. Il ne se plaignit pas, ne se frotta même pas les poignets. Quelques spectateurs s'étaient approchés, restant silencieux, incertains de ce qui allait se passer ensuite. « Monsieur, » dit le colonel Gaines, « souhaitez-vous porter plainte ?» Carlton regarda Wilburn, puis la foule grandissante derrière elle. Les téléphones étaient toujours en marche. Sa voix était calme. « Pas pour l'instant. Je veux qu'elle soit tenue responsable par les voies appropriées. Laissez le public le voir. Parce que certaines leçons n'ont pas besoin d'être criées, elles ont juste besoin d'être vues. » La foule s'était épaissie, le bruit s'était répandu rapidement, d'abord par des chuchotements entre les voitures, puis sur les réseaux sociaux. Les vidéos, brutes et non montées, étaient déjà en circulation avant même que le soleil ne commence à se coucher. L'officier Wilburn se tenait près de son cruiser, les bras croisés si fort que ses articulations étaient blanches. Elle ne parlait pas, ne regardait personne, mais on sentait que la situation avait changé. Ce qui avait commencé comme une démonstration de pouvoir était maintenant une chute silencieuse. Le badge sur sa poitrine n'avait plus d'autorité en cet instant, c'était juste un bout de métal sous des yeux juges. Le shérif du comté de Shay, Roger Nick, arriva 10 minutes plus tard, son camion avançant lentement, laissant derrière lui une traînée de poussière, les lumières éteintes, un véhicule plus ancien. L'homme, dans la fin de la soixantaine, grand et large d'épaules avec une boiterie notable, ne sortit pas tout de suite de son véhicule. Il resta assis là, observant la scène, les SUV fédéraux, l'officier silencieux, le général debout devant la berline noire. Lorsqu'il finit par sortir, le silence était immédiat. Même les oiseaux semblaient suspendre leur vol. « Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, sans crier,
mais avec le ton d'un homme habitué à être le plus autoritaire dans n'importe quelle pièce, sans élever la voix. Le colonel Gaines s'avança. « Shérif Nick, je suis le colonel Errol Gaines du département de l'armée. L'un de vos officiers a détenu illégalement un général. » Le shérif Nick regarda tour à tour Gaines, Carlton, puis Wilburn. « Tracy, c'est vrai. » Elle ouvrit la bouche, hésita. Il n'a pas voulu se conformer, son véhicule semblait suspect. « J'ai suivi la procédure du département. »« Vous avez vérifié ses plaques ?» demanda Nick. « Non, vous avez vérifié l'idée qu'il vous a donnée. » Elle répondit d'un faible non, avant de se corriger. « Je pensais que c'était faux. » Nick se tourna lentement vers elle. « Vous pensiez que c'était faux? Ce homme aurait pu vous faire renvoyer d'un simple appel, et cela devrait vous en dire long. » Le visage de Wilburn devint rouge, mais elle ne dit rien. Le shérif Nick s'approcha de Carlton, lui tendant la main. « Général, mes excuses pour ce qui s'est passé sur ma route. Je n'ai pas de mots assez forts. » Carlton serra la main, fermement, sans rancune, juste de l'épuisement. « Je vous remercie, shérif. Mais ce qui va se passer maintenant ne concerne pas moi. C'est ce qu'elle a fait quand elle pensait qu'aucune personne importante ne regardait. » Le shérif jeta un regard par-dessus son épaule vers la foule. « Beaucoup de gens ont vu, et je suis sûr qu'il y en aura encore plus. » Le colonel Gaines acquiesça. « Nous allons déposer une plainte formelle auprès des autorités compétentes. » Sa conduite n'était pas seulement imprudente, elle était illégale. Wilburn fit un pas en avant, comme si elle voulait se défendre, mais elle aperçut les téléphones pointés vers elle et se tut. Le shérif Nick soupira. « Tracy, je vous mets en congé administratif immédiat. Remettez votre badge et votre arme. » Elle semblait avoir reçu un coup au ventre. « Shérif, ce n'est pas une demande, » ajouta-t-il fermement. Ses mains bougèrent lentement, d'abord vers le badge, puis vers sa ceinture. Lorsqu'elle remit ses objets dans les mains de Nick, il ne la regarda même pas, se contentant de se tourner vers les spectateurs, tenant son badge comme un poids. « Nous laisserons les enquêteurs finir ce travail, mais soyons clairs, » dit-il assez fort pour que tout le monde entende, « ce n'est pas comme ça qu'on traite les gens dans mon comté. Peu importe qui vous êtes, personne ne mérite ce que j'ai vu dans ces vidéos. » Le jeune homme de tout à l'heure s'avança, tenant son téléphone. « Monsieur, voulez-vous que je vous envoie une copie ?» Nick lui offrit un léger sourire. « Et merci, mon garçon, pour la vidéo. » Le garçon acquiesça, fier mais silencieux. Carlton tourna le dos et se dirigea vers sa voiture. La veste était toujours à l'arrière. Il ouvrit la porte, la passa, ajusta le col. Les étoiles sur ses épaules brillaient légèrement dans la lumière déclinante. Wilburn tourna les talons et s'approcha de sa voiture, mais elle ne conduisait pas. Le député Boyd la suivit et lui prit les clés. Elle ne partait pas sans répondre aux questions, car ce n'était plus un simple contrôle routier. C'était devenu une déclaration. Le lendemain matin, les images avaient déjà fait le tour des informations nationales. Ce qui avait commencé comme un clip de 30 secondes, téléchargé par un adolescent nommé Miles Wren, s'était transformé en une vidéo de 2 minutes vue plus de 2 millions de fois en moins de 12 heures. Les hashtags étaient clairs. #Générale, #Shekunti, #Profiling on caméra. Les fourgons de presse étaient garés sur le bas-côté de la route 280, leurs satellites pointés vers le ciel comme s'il s'agissait d'une scène de crime. Pourtant, aucun crime n'avait été commis, du moins pas par l'homme qui avait été menotté. Le général avait quitté la scène tranquillement la nuit précédente, choisissant de ne pas parler publiquement. Pas de conférence de presse, pas d'interview en colère, juste un court appel privé à sa femme suivi d'un long trajet silencieux vers Fort Benning. Il n'avait jamais haussé la voix, n'avait pas appelé à des manifestations, et cela, d'une certaine manière, rendait l'histoire encore plus bruyante. Le bureau du shérif avait publié une déclaration propre, stérile et dénuée de sens. « Nous sommes au courant de l'incident impliquant l'officier Tracy Wilburn et un automobiliste non identifié. L'affaire fait l'objet d'une enquête interne. » Ils avaient omis de mentionner que l'automobiliste non identifié avait plus d'expérience en commandement que toute leur équipe combinée. Mais le peuple savait. Dès le deuxième jour, des manifestations commencèrent à se former devant le bureau du shérif. Pas des milliers de personnes, mais assez pour secouer les fenêtres, assez pour figurer sur toutes les stations locales de Géorgie. Des vétérans se tenaient devant, tenant des photos de « est en uniforme »,« est sur le terrain »,« est à la Maison-Blanche », recevant une médaille du président.
Le poids de l'affaire commença à peser sur tous ceux liés au comté. Les journalistes découvrirent les plaintes précédentes contre Wilburn. 3 griefs formels au cours des 2 dernières années, tous rejetés discrètement. 2 impliquaient des conducteurs noirs. L'un concernait une mère célibataire qui disait que Wilburn l'avait suivie chez elle et lui avait donné une amende pour mauvaise attitude. Tout refit surface. Wilburn resta silencieuse. Son avocat publia un démenti générique. Ma cliente a agi conformément à sa formation et n'a violé aucune procédure établie. Mais il n'existait aucune formation justifiant ce qu'avait vu le public, aucune procédure expliquant pourquoi un homme aurait été menotté sans raison après avoir présenté une carte d'identité fédérale. Pendant ce temps, le général garda la tête baissée. Il n'a pas cherché d'interview, n'a pas posté de déclaration. Son seul commentaire public survint lors d'un petit forum de vétérans à Columbus, en Géorgie, 3 jours plus tard. Ce n'était même pas censé être couvert par les médias, mais quelqu'un du public l'a enregistré. Il se tenait à un pupitre en bois, dans une salle d'église, portant son uniforme, les mains jointes devant lui. J'ai fait face à de l'hostilité sur des sols étrangers. J'ai travaillé sous des administrations qui ne voulaient pas de moi dans la pièce, mais jamais je ne me suis senti plus petit que sur cette route de Géorgie, dit-il, puis il s'arrêta. Mais je ne porterai pas de colère. Ce n'est pas ce dont ce pays a besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est de responsabilité et, plus important encore, d'honnêteté. Nous ne pouvons pas réparer ce que nous prétendons ne pas exister. La salle se leva. En silence, sans applaudissements, juste un acquiescement silencieux. 2 jours après cela, le shérif Rogenick annonça que l'enquête interne avait conclu à la révocation de Tracy Wilburn. Le comté cita un usage excessif de la force, le non-respect des protocoles et l'abus de pouvoir. Mais, derrière les portes closes, Nick dit quelque chose de différent à son personnel. Il dit « Elle a été prise en flagrant délit de ce que nous savions tous qu'elle faisait. C'est cette partie qui devrait nous faire honte. » Sa révocation n'a pas fait taire le bruit, mais elle a changé quelque chose. Les écoles ont commencé à organiser des discussions sur le respect et le pouvoir, les journaux locaux ont publié des éditoriaux, non seulement sur le racisme, mais aussi sur l'obéissance aveugle. La famille Rhine, ceux qui ont tout filmé, ont été invités à Washington pour être reconnus pour leur courage civique. Quant à Carl Toney, il retourna à Fort Benning et reprit ses fonctions. Mais la prochaine fois qu'il s'adressa à de nouveaux cadets, il leur dit une chose. Vous portez cet uniforme avec honneur, mais certaines personnes verront toujours ce qu'elles veulent. Ne laissez jamais cela vous empêcher de vous tenir droit, car parfois la justice n'est pas bruyante, elle est stable et elle n'oublie jamais. 3 semaines plus tard, la poussière était retombée, mais l'histoire n'avait pas disparu. Elle refaisait surface dans les salles de classe universitaires, les salons de barbier des petites villes et les sermons du dimanche. Les gens ne parlaient pas seulement de ce qui s'était passé, ils se demandaient pourquoi cela continue à se produire. Pourquoi un homme qui a servi son pays pendant plus de 30 ans, commandé des milliers de soldats, dirigé des troupes au combat, peut encore être pris pour une menace à cause de ce que quelqu'un pensait avoir vu. Général n'a jamais sombré dans le rôle de victime, ce n'était pas sa nature, mais il n'a pas non plus fait semblant que cela ne s'était pas passé. Il croyait en la transparence, la dignité silencieuse, et dirigé par la présence, pas par le volume. Il a refusé plusieurs interviews télévisées, mais a accepté une invitation pour parler lors d'une conférence sur le leadership à Tallahassee. L'auditorium n'était pas rempli de généraux ou de journalistes, il était rempli de professeurs, de premiers intervenants et d'élèves du secondaire, des gens ordinaires. Il s'avança au microphone, vêtu d'un simple costume sombre, sans médaille, ni étoile. « Je veux parler de retenue, commença-t-il. Pas de silence, pas de passivité, mais de vraie retenue, celle qui demande de la force. Parce que quand on vous fait du tort, quand on vous humilie, tout en vous veut rendre le coup. Mais le pouvoir ne se mesure pas par la force de votre frappe, il se mesure par combien vous choisissez de ne pas frapper. » Une jeune EMT dans le premier rang leva la main. « Comment êtes-vous resté si calme ce jour-là » Il sourit légèrement. « Parce que ma vie n'était pas dans ce moment. Elle était dans tout ce qui l'a précédé. » Plus tard, quelqu'un demanda s'il était en colère. « Oui, répondit-il, mais je ne la porte pas. La colère, quand on la porte, vous alourdit. Mais quand vous l'utilisez correctement, elle vous rend plus tranchant. Elle vous fait parler quand cela compte. » Retour à chez County, les choses avaient changé. Une nouvelle exigence de formation a été mise en place pour chaque agent, se concentrant non seulement sur la politique mais aussi sur la perception. Les adjoints ont dû suivre une formation sur les biais implicites,
non comme une punition, mais comme une correction. Le shérif Nick, malgré ses défauts, prit la décision de faire venir des consultants indépendants, des gens qui n'avaient jamais porté de badge mais avaient vécu le profilage. Des panels communautaires ont été formés, des conversations ont commencé. Elles n'étaient pas faciles, mais elles étaient nécessaires. Tracy Wilburn a disparu des titres des journaux. Elle a déménagé dans un comté voisin et, selon une source, a trouvé un emploi dans la sécurité privée, sans badge, sans armes, juste un uniforme avec son nom brodé sur la poitrine. Quant à la famille Ryn, ils sont retournés chez eux, dans leur vie ordinaire, mais Miles, le jeune homme avec la caméra, a continué à filmer. Il a créé une chaîne YouTube où il a interviewé des vétérans, des enseignants et des voisins sur l'intégrité et la justice. Sa première vidéo, intitulée « Je ne savais pas qui il était, mais je savais ce qui était mal », a atteint 500 000 vues dès la première semaine. Carlton l'a regardé depuis son bureau, un soir, en silence. Lorsque la vidéo s'est terminée, il a éteint son écran, s'est levé et est sorti. L'air était frais, le ciel gardait encore une touche d'orange rose au coucher du soleil. Il ne se sentait ni fier, ni vindiqué. Il se sentait simplement certain que rester calme avait fait toute la différence. À la fin, ce n'était pas le grade sur son épaule qui avait exposé l'injustice, mais la façon dont il s'était comporté en étant humilié. Et ce n'était pas une conférence de presse ou un discours qui avait fait bouger les choses, c'était la retenue. C'était la décence. C'était la vérité, filmée sur un téléphone, partagée par des inconnus, qui a forcé un petit coin du monde à se voir différemment. Parce que parfois, la plus grande forme de protestation, c'est de rester immobile, tandis que tout le monde vous regarde. Si cette histoire vous a ému ou vous a fait réfléchir à 2 fois sur la rapidité avec laquelle nous jugeons, prenez un moment pour la partager, parler, enregistrer, dire quelque chose quand quelque chose vous semble étrange. Et si vous croyez que d'autres histoires comme celle-ci devraient être racontées, abonnez-vous.